Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui à ce nouveau webinaire d'Eming consacré à la fiscalité foncière 2023-2026. Donc, nous allons voir les actions concrètes à prioriser d'ici la fin de l'année et à quoi s'attendre sur les années à venir. Donc, je suis Gaëlle Jacquier, je suis responsable marketing et je serai aujourd'hui accompagnée pendant 30 minutes de Florence Prété, consultante experte en fiscalité locale, et d'Albertino Dos Santos, qui est directeur du département consulting fiscal et finance. Bonjour. Bonjour. Alors, pour information, donc ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons la présentation et le replay à la fin de ce webinaire. Et nous ferons également une session de questions-réponses à la fin. Donc, vous avez un petit encart pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les poser tout au long de la présentation et nous consacrerons quelques minutes à la fin pour pouvoir y répondre. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler effectivement de la fiscalité foncière. Si le devenir des valeurs locatives foncières commerciales est illisible, on a aussi une hausse à prévoir en foncier industriel, probablement de à peu près 7%. Albertino vous donnera le chiffre exact tout à l'heure. Donc, dans sa globalité, en 2022, la taxe foncière a connu une hausse de 3,4%. Donc, c'est un avenir un peu morose qui nous attend. Donc, quels sont les leviers d'action pour vous? Comment optimiser, maîtriser et anticiper vos coûts fiscaux? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, les actions à prioriser avant le 31 décembre. Ensuite, la fiscalité foncière, commerciale et industrielle. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? Ensuite, évaluer et maîtriser sa taxe foncière commerciale, un baromètre pour vous guider. Et enfin, quel sort nous réservent les évolutions à venir en matière commerciale et d'habitation? Et enfin, une session de questions-réponses. Alors, je vous propose de commencer. Albertino, quelles actions sont à prioriser d'ici le 31 décembre? Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, il y a pour le 31 décembre, j'ai envie de dire des priorités usuelles, celles que tous les fiscalistes, auxquelles tous les fiscalistes sont confrontés habituellement. Que vous ayez un bâtiment de bureau, un bâtiment industriel ou un bâtiment logistique qui peut être taxé d'une manière ou d'une autre. Déjà, on pourrait classer cela au niveau du SIRET, au niveau des établissements. Vous avez tout d'abord la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises, qu'elles soient commerciales ou industrielles. Et c'est l'imposition 2021 que vous pouvez contester jusqu'à la fin de cette année. Vous avez également la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France 2020. Vous avez en matière de fiscalité de l'urbanisme, et pardon pour tous ces acronymes, vous avez également la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive qui va concerner les premiers titres de perception mis en recouvrement 2020. Vous avez également la taxe sur les surfaces commerciales pour 2020. Donc toutes ces actions doivent être menées avant le 31 décembre et évidemment, ces échéances sont à relativiser en cas d'émission de rôle ou de titres de perception supplémentaires qui peuvent vous permettre de rouvrir des périodes a priori prescrites. Au niveau du SIREN, de la société donc, quelles actions usuelles menées avant le 31 décembre? Évidemment, la CVAE 2020, la 1329 DEF 2021, mais également le plafonnement à la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale 2021 et les éco-contributions de 2018. Quelques particularités méritent d'être mentionnées. En effet, nous ne parlons pas ici de la C3S. La prescription est de 3 ans et elle est au 15 mai, pas au 31 décembre. Cependant, j'ai trouvé utile de partager avec vous le fait que si pour le paiement, lorsque le 15 est un dimanche, l'administration, en l'occurrence les URSSAF, considèrent qu'il est possible de payer le jour ouvré d'après. Si vous avez une contestation à déposer, c'est le dimanche qui sera pris en compte. Donc, il faudra bien déposer avant le 15 mai. On va faire attention à cela. Et enfin, en matière de fiscalité énergétique, la TICFE, la TICGN 2020 est prescrit. Et pourquoi je n'ai pas rangé dans une catégorie établissement ou sirène? Parce que d'abord, ça se calcule au niveau de la société, mais elle peut également se calculer au niveau de l'établissement si les critères ne sont pas remplis au niveau de la société et que vous disposez d'une comptabilité analytique. Je n'ai pas également mentionné dans les priorités usuelles tout le volet déclaratif. Au registre des tâches de gestion, nous pouvons également citer les déclarations 1447C
en cas de création d'établissement pour les CFE 2023, puisque, comme vous le savez, en cas de création d'établissement, exceptionnellement, il n'y a pas de décalage de 2 ans pour la CFE. Nous pouvons également citer la déclaration REV dans les 90 jours de l'achèvement des travaux pour bénéficier de l'abattement de 40% sur la part communale de la taxe foncière. Donc ça, ce sont les priorités dites usuelles. Elles sont accentuées par l'actualité. Cette actualité, elle est de 3 registres, de 3 ordres: légal, jurisprudentiel, conjoncturel. Alors, au sein de l'actualité légale, je pourrais citer les impositions dont je viens déjà de parler, mais qui méritent une attention particulière en ce 31 décembre, dans la mesure où la baisse des impôts de production a eu pour effet de diminuer la CVE et le plafonnement à la valeur ajoutée, mais c'est la dernière année où vous pouvez contester la CVAE à taux plein, à 1,5%, et le plafonnement à la valeur ajoutée à 3% versus 2%. Donc ça, c'est une action qu'il faut aussi garder en tête. Si vous avez des montants importants, il est intéressant de s'y poser, de se consacrer sur le sujet, puisque l'échéance réclamative du 31 décembre ne vous permettra plus de prétendre à des taux aussi importants, puisque ça a été divisé par 2, sauf évidemment pour le plafonnement, parce qu'on est à 2%. Mais il y a aussi le suivi annuel pour l'appréciation du seuil de 500 000 €, vous savez, des installations techniques, outillages et moyens matériels, pour savoir si un établissement est industriel ou commercial, l'article 1500 du Code général des impôts. Ce qui est intéressant à noter par rapport à ce seuil annuel, c'est que ça emporte la bascule de taxe foncière industrielle à taxe foncière commerciale si vous ne dépassez pas ce seuil. Parce que si vous dépassez ce seuil, ce n'est pas pour autant que vous êtes automatiquement qualifié en établissement industriel. Il faudra quand même, pour l'administration, prouver que les moyens techniques et les outillages sont prépondérants à votre activité. Donc voilà pour la partie légale. Pour la partie jurisprudentielle, évidemment, nous ne pouvons pas nous passer de citer la décision du Conseil d'État de décembre 2020, GKN Driveline, en matière de foncier industriel, qui est un revirement de jurisprudence conséquent par rapport à la Société des menuiseries du Centre, qui date de 2013, et qui est une véritable porte ouverte aujourd'hui pour les contribuables à contester leur imposition foncière à partir du moment où le critère de dissociabilité des immobilisations n'est plus important pour apprécier le caractère exonéré du foncier industriel. Ensuite, nous pouvons également citer le Conseil d'État des octobre 2021, de l'année dernière, Société des Transports du Val d'Oise, qui vient consacrer le fait que les voies de circulation de la taxe sur les bureaux et de la taxe sur les surfaces de stationnement ne sont pas taxables. Donc, je sais que nombre d'entre vous l'ont déjà vu et ont déjà mené des actions, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire fort de cette jurisprudence, du moment qu'évidemment vous avez des surfaces de stationnement avec des voies de circulation qui avaient été taxées. Et enfin, conjoncturel. Alors sur la partie conjoncturelle, je vais distinguer 2 choses. L'aide aux entreprises grandes consommatrices d'énergie, qui, comme vous le savez, a été mise en place cette année, qui est une véritable subvention de l'État et qui couvre plusieurs périodes. Les critères initiaux qui consistaient, vous savez, au doublement des factures, à la baisse de 30% au moins de l'EBE, et puis que l'ensemble des coûts d'énergie dépasse les 3% du chiffre d'affaires, ont été revus, adoucis en cette fin d'année. Et aujourd'hui, le doublement des factures n'est plus un critère imposé. La baisse d'au moins 30% de l'EBE n'est pas imposée. Il faut qu'il y ait une baisse de BE, mais plus de 30%. En revanche, le seuil de 3% de chiffre d'affaires de ces dépenses a été conservé. Et donc, les 2 périodes qui arrivent à prescription au 31 décembre en matière de contestation sont les périodes de mars à mai et de juin à août. Voilà. Puisque les périodes, juste à titre d'information, les périodes supplémentaires, donc de septembre-octobre 2022, vont se prescrire au 31 janvier 2023 et de novembre-décembre au 24 février 2023.
Évidemment, bon, je devais de signaler le prolongement du bouclier fiscal. J'y reviendrai d'ailleurs, mais dans un slide ultérieur. Mais il est important de le noter puisque normalement, vous avez pu constater sur vos factures d'électricité, notamment le plafonnement de la CSPE à 0,5%, indépendamment de toute démarche qui était nécessaire au préalable de l'application de ce bouclier fiscal. Merci Albertino. Je pense qu'on peut leur poser une petite question à nos chers interlocuteurs. On a un petit sondage, on vous a fait des petits sondages lors de ce webinaire. En fait, on a une question, donc on voulait savoir si vous avez effectivement déjà planifié ces questions, ces actions d'ici le 31 décembre. Donc oui en partie ou non. Donc n'hésitez pas à voter pour avoir un peu une idée de ce que vous avez déjà mis en place d'ici la fin de l'année. Et évidemment, à l'issue de ce sondage, nous vous partagerons les résultats. Et évidemment, ce sondage ne durera pas un quart d'heure. On arrêtera les compteurs. Une fois que le pourcentage des votants aura dépassé un seuil intéressant, vous êtes déjà à 47%, c'est bien. C'est signe que vous êtes attentif et que vous participez bien. Encore quelques secondes. On ne peut pas répondre, on aurait dit oui. Ok, une petite musique d'attente. Ok. Alors, quelles sont les réponses? Alors, je ferme et je partage les résultats. Est-ce que vous les voyez? Oui. Parfait. Vous avez déjà bien travaillé. Il y a quand même plus d'un tiers des participants qui n'ont pas planifié ces actions. Donc, bon, écoutez, j'espère que ce webinaire vous permettra de les mettre en place. Alors, nous allons passer à la suite. Que nous réserve 2023? Florence, à quoi s'attendre côté taxe foncière commerciale? On va commencer à sortir la boule de cristal. On va commencer sur le foncier commercial et sur les taux d'imposition qui concernent aussi le foncier industriel. Donc effectivement, les taux d'imposition, comme tous les ans, c'est une évolution impossible à prévoir. Il faut attendre le vote définitif des taux à mi-avril 2023. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le taux d'imposition, c'est le dernier levier qui reste aux communes pour bouger leur fiscalité. Ils savent très bien l'utiliser. D'ailleurs, j'ai repéré une expression intéressante. Les communes parlent de fiscalité dynamique. Peut-être que pour les contribuables, c'est plutôt de la fiscalité dynamite, comme on m'a fait remarquer ce matin. Voilà, sur les taux d'imposition, c'est impossible à prévoir. Il faut juste retenir que c'est le dernier levier. Et on va passer rapidement sur la déclaration de Madame Hidalgo qui a prévu d'augmenter le taux communal de Paris de 50%, sachant que dans la foulée, il y a déjà d'autres communes qui vont rentrer dans la brèche. Grenoble, je crois que Lyon hésite aussi. Voilà, sur les taux d'imposition, c'est impossible à prévoir. Sur les bases d'imposition, sur la taxe foncière commerciale, normalement 2023, c'est la première grande mise à jour des paramètres d'imposition, donc les secteurs, le coefficient de localisation et les tarifs. Alors le tarif, c'est une mise à jour tous les ans, mais là en 2023, normalement, hop, on refait tout un nouveau benchmark, parce qu'en fait, c'est des éléments statistiques. Et la grande interrogation, là, c'est est-ce que cette mise à jour va se faire ou pas en 2023 ? Dans le projet de loi de finances qui est passé dans le 49.3, normalement, il est prévu qu'elle soit décalée pour 2025. Donc, on comprend bien la difficulté de la mise en œuvre. Lorsqu'il y a eu la campagne déclarative pour remettre à jour tout ce benchmark, les communes les collectivités ont bien relevé le fait qu'il n'y avait pas assez de données. Et donc, l'objectif premier de la révision des locaux professionnels, qui était quand même de coller le plus possible au marché, va peut-être pas finalement être atteint assez facilement. Donc, on est certainement sur une remise en cause des paramètres d'évaluation pour 2025. Donc, on dépasse un peu, on est décalé par rapport à l'objectif de la révision. Sur la taxe bureau et la taxe additionnelle stationnement, donc qui concerne l'Île-de-France, comme tous les ans, c'est un calcul mathématique de la revalorisation. Elle est calée sur l'indice IPCH. Il n'y a pas de mystère, ça va avec l'inflation, ça sera forcément en augmentation et on pourrait atteindre entre les 5 et les 6% d'augmentation.
Merci beaucoup Florence. Et côté taxe foncière côté foncier industriel, que va-t-il se passer, Albertino? Alors, évidemment, tu disais tout à l'heure, Gaël, que on avait une augmentation prévue 6 ou 7% et que j'allais donner le chiffre exact. Alors, je ne peux pas donner encore le chiffre exact puisque l'indice IPCH, pardon, qui sera figé au 30 novembre n'est pas encore connu. Mais en tout cas, à fin octobre, cet indice était de 6,7%. Donc, on peut légitimement s'attendre à une augmentation de plus de 7% du foncier industriel au titre de 2023, qui, je le rappelle, et c'est pour ça que je pense que tu t'es reprise, c'est que, Gaël, c'est que ça ne concerne pas que la taxe foncière, mais ça concerne aussi la cotisation foncière des entreprises. Et puis il y a aussi l'administration qui pourrait être tentée de rééquilibrer un peu les choses avec une interprétation un petit peu plus stricte de GKN Driveline. Et à cet égard, je voulais vous partager une décision intéressante de la Cour administrative d'appel de Douai du 13 octobre 2022. D'ailleurs, vous noterez que entre toutes les trois décisions que je vous ai énoncées depuis tout à l'heure, c'est octobre et décembre. Hein. C'est souvent en fin d'année des décisions qui sont structurantes et qui laissent peu de délai aux contribuables pour se retourner avant le 31 décembre. Je ne dis pas que c'est fait exprès, mais voilà, je dis qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu les décisions de fin d'année. Donc, cette décision de la Cour administrative d'appel de Douai, elle considère que les ponts roulants ne sont pas exonérés de taxes foncières parce qu'elles ont des fondations spécifiques. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que quelque part, ça vient contredire, en tout cas pénaliser les entreprises par rapport à une interprétation qui serait plus large de GKN Driveline. Donc c'est à surveiller, voir s'il y a pourvoi au Conseil d'État ou si on en restera là. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de choses qui pourraient être pénalisantes dans l'interprétation de l'administration. Je peux également vous citer une décision de février 2022, du 11 février 2022, concernant les centres d'enfouissement des déchets. Où pour le coup, là, vous aviez tout un système qui récupérait les gaz dans un centre d'enfouissement des déchets et qui permettait de générer de l'énergie. Et le Conseil d'État a considéré que ces biens ces immobilisations étaient taxables au titre de terrains à usage commercial ou industriel en tant que bâti. Donc, c'est quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête, surveiller cette jurisprudence qui peut avoir un impact important et qui peut être un complet revirement de ce que vous avez connu au titre des années antérieures. Et enfin, juste sur ce foncier industriel, je vous partage un élément qui est très important que l'on constate aujourd'hui au sein des MING, un commentaire plus global, c'est quand vous réclamez, vous adressez une réclamation à l'administration, de plus en plus l'administration est tatillonne sur la documentation adressée. Donc, faites extrêmement attention, soyez extrêmement vigilants sur la documentation que vous adressez avec vos réclamations, parce qu'on voit véritablement un durcissement de l'administration qui nous dit oui, mais vous n'avez pas fourni les factures, vous m'avez pas donné de photos, voilà. Elle n'hésite pas à demander plus d'informations. Le contre-pied de cela étant justement de fournir une réclamation la plus étayée possible et la plus documentée possible, de manière à faciliter le travail de l'administration fiscale. Merci Albertino. En matière d'énergie maintenant. Alors en matière d'énergie, je ne vais pas énoncer de choses particulièrement nouvelles. Le bouclier fiscal est prolongé jusqu'à janvier 2024, donc avec la fameuse CSPE plafonnée à 0,5% dont je parlais à l'instant. Mais il y a aussi une interrogation autour de l'aide aux entreprises grandes consommatrices d'énergie. Il est probable que le dispositif s'arrête au 31 décembre, mais il est peut-être aussi envisageable qu'un nouveau dispositif voit le jour, peut-être plus ciblé sur d'autres critères, et donc qui rejoint le point précédent. Il va falloir surveiller cela, là, pas tant sur l'aspect jurisprudence, mais sur l'aspect loi qui sera votée et décret d'application, évidemment. Merci beaucoup Albertino. Nous allons maintenant parler de taxe foncière commerciale, comment l'évaluer et la maîtriser. EMING sort un baromètre chaque année sur la taxe foncière commerciale. Une deuxième petite question à vous poser, ça sera la dernière. Donc Albertino, si tu peux passer la question. Donc on voulait savoir si vous avez une idée du coût au mètre carré de vos bâtiments commerciaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez ou vous n'avez absolument aucune idée? Petite musique d'ambiance.
Déjà 34% de répondants. Ensuite, Florence nous expliquera à quoi ça sert. Encore quelques secondes. Très intéressant. Évidemment, je vois les résultats en live. Je triche un peu. Je triche un peu. Ok. Alors, on va clôturer le sondage. Allez, je le clôture et je le partage. Oui. Voilà. Et la tendance initiale s'est poursuivie. Grosso modo, 3/4 des répondants depuis le début ont répondu non. Et ça s'est maintenu sur toute la durée du sondage. Très bien. Donc, Yémine va sortir le 14e baromètre des coûts fonciers. Alors, Florence, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Étant donné que c'est déjà le 14e, on maîtrise à peu près le sujet. En fait, c'est un baromètre qui représente les coûts médians, donc de taxes foncières, de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de taxes bureaux et de taxes additionnelles de stationnement pour les Deux-de-France. Des immeubles de bureaux uniquement pour l'instant. Donc, c'est fait sur toute la France, y compris l'outre-mer. Ce sont des coûts issus des missions qu'on gère d'année en année. Donc, il y a à peu près 4000 références, 4000 missions réalisées dans l'année sur lesquelles on peut se calculer ces coûts. Albertino, si tu appuies encore une fois, on va en voir quelques-uns sur l'écran. Voilà, merci. Donc, sur Paris, voilà, c'est 40 € du mètre carré. L'Île-de-France, 30 € du mètre carré. En région, 19 € du mètre carré. Alors, Florence, pourquoi est-ce qu'on parle justement d'euros du mètre carré et qu'on ne retient pas juste la notion de taux? Parce que les taux, on va dire que c'est la communication plutôt des communes et des collectivités, voilà, qui font aussi leur campagne marketing, hein, il y en a même dans les collectivités, et que le taux, ce n'est qu'un élément de l'imposition. Voilà, une imposition en France, et voilà, l'imposition de fiscalité locale, c'est comme toutes les impositions, c'est une base d'imposition à un taux. C'est un principe de base, donc le taux n'est effectivement qu'une composante de l'imposition, et que concernant justement la base d'imposition, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender, c'est pour ça qu'on sort le baromètre, parce que c'est la combinaison de plusieurs éléments qu'on ne trouve pas facilement. Il y a les coefficients de neutralisation, les grilles tarifaires, la catégorie des locaux. Et c'est compliqué. Voilà, on peut peut-être citer encore dans les grandes communes, on parle toujours des mêmes de Marseille, qui ont globalement un taux d'imposition de 66%, donc ce qui n'est pas neutre, 66%, c'est quand même des taux assez élevés, mais qui finalement, quand on regarde le coût au mètre carré, n'est pas si élevé, puisqu'il ressort à 19 € du mètre carré. Donc dans la médiane de ce qu'on a constaté en région. Très bien. Du coup, à quoi sert-il concrètement ce baromètre? Alors, c'est là où je vais nuancer un peu les propos sur le coup. C'est mon côté expert qui ressort. Ça sert à avoir une idée des taxes si on veut s'implanter dans un territoire, par exemple. Ça permet de se comparer, de comparer la fiscalité sur différentes communes. En fait, ça ne donne qu'une tendance de coût. Ça ne remplace jamais un audit ni vraiment un calcul sur un projet précis d'implantation. Voilà. Quand on parle bien d'imposition locale, et ce à juste titre, parce que dans l'imposition, dans les calculs d'imposition, on a notamment ce fameux coefficient de localisation qui permet de faire varier l'imposition d'une parcelle de plus ou moins 30%. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est quand même une grande variation. Et on a vu qu'en plus, lorsqu'il y a eu la première mise à jour possible de ce coefficient de localisation, de plus en plus de communes l'avaient intégré dans leur calcul. Voilà, on fait référence, nous, on se souvient du dossier sur Arcueil, où le coefficient était passé à 10, donc 10% d'augmentation voilà, sur le secteur de la vache noire, donc près d'un centre commercial, ou de Fontenay-sous-Bois, voilà, pour les Parisiens, le long de la ligne de RER, où là, le coefficient est passé quand même à 1,30. Donc 30% d'augmentation sur la base d'imposition, c'est vraiment pas négligeable. Donc je reviens vraiment sur mon coût d'imposition locale. Donc le baromètre, c'est une tendance de coût, mais ça ne remplace jamais un audit. Voilà, c'est comme des éléments qui peuvent servir à une direction immobilière, à une direction fiscale, financière, à un promoteur. On nous demande de plus en plus souvent d'intervenir, de faire des budgétisations de taxes pour des promoteurs, à un broker aussi éventuellement. Très bien, merci beaucoup Florence. Albertino, pourquoi on n'utiliserait pas ce baromètre pour les établissements industriels? Alors, c'est une très bonne question, dans le sens où la méthodologie d'imposition des établissements industriels n'est absolument pas corrélée aux surfaces. Ceci étant dit, nos experts ont démontré que, après analyse de nombreux dossiers industriels, une tendance se dégage
lorsqu'on fait ce ratio de taxe foncière sur le nombre de mètres carrés utilisés par l'industrie, il en ressort un coût au mètre carré. Et la tendance dont je vous parlais, elle est de 5 euros. Grosso modo, lorsque vous êtes à plus de 5 euros du mètre carré en établissement industriel, il y a quand même de fortes chances que vous soyez surimposé. Et si vous êtes à 5 euros ou en dessous, de fortes chances que vous soyez correctement ou sous-imposé. Bien évidemment, cela ne reste qu'une tendance, ça ne remplace pas un audit. Néanmoins, ça vous donne une manière d'estimer les choses. Et si votre site industriel existe depuis le 19e siècle et qu'il a connu des opérations de restructuration diverses et variées, bon, cette tendance-là, il faudra la relativiser. Mais dans le cas contraire, c'est un indicateur qui fonctionne plutôt bien, donc je voulais le partager avec vous. Merci beaucoup Albertino. Quelles sont nos réserves, les évolutions à venir en matière commerciale et d'habitation? Alors en matière commerciale, on est sur l'idée de la fin du lissage et du planchonnement. Donc normalement, c'est à la fin, c'est en 2026, au bout des 10 ans. Ce qu'on a pu lire et ce qu'on peut lire encore sur les avis d'imposition, c'est ce fameux lissage qui est indiqué sur les avis d'imposition depuis 2017, donc à la hausse ou à la baisse. Donc ça, on peut, on va dire, l'apprécier comptablement assez facilement, sachant que même si vous avez un lissage à la baisse, il faut quand même tenir compte de la hausse des taux d'augmentation, de la hausse de la grille tarifaire. Donc voilà, c'est aussi du marketing, mais au moins ça donne une indication. Voilà, j'ai pris un petit exemple voilà, sur un immeuble qui avait quand même un lissage de 5 KE par an depuis 2017, c'est-à-dire que globalement, là en 2022, déjà la taxe elle a augmenté de 30 000 euros. Donc c'est quand même pas négligeable sur un montant de taxe foncière. Sur la fin du planchonnement, c'est peut-être là où c'est encore plus difficile à appréhender parce qu'en fait, c'est ce fameux calcul de 50% de haut de la moitié entre la valeur locative révisée et la valeur locative 70. Voilà, ce calcul bien complexe. C'est clair qu'en regardant l'avis d'imposition, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le chiffrer. Donc c'est peut-être voilà, cet effort-là qu'il va falloir faire pour 2026, voir si c'est encore maintenu 2026, mais a priori on garde sur 2026. Et j'ai refait le même exercice là c'était un supermarché. Et voilà, en 2026, avec la fin le déplanchonnement, j'ai envie de dire le déplanchonnement, on aura au final une taxe foncière qui sera de 259 000 euros. C'est pas négligeable. On était passé à 112 000 en 2017, on va passer à 259 000 en 2026. Alors, dans les autres critères d'atténuation, on a aussi la neutralisation. Donc, la neutralisation, c'est pour maintenir équilibré les budgets des communes entre les locaux révisés, donc locaux professionnels, et les locaux non révisés, industriels et locaux d'habitation. Donc, normalement, la neutralisation, c'est prévu qu'elle s'arrête lorsque les locaux d'habitation seront révisés. Donc, quid de la révision des locaux d'habitation, puisque comme il est prévu de décaler la mise à jour de la grille tarifaire des coefficients de localisation sur les locaux professionnels, il est également prévu, là, pour l'instant, dans le projet de loi de finances tel qu'il apparaît au Sénat, que la révision des locaux d'habitation soit repoussée à 2028 au lieu de 2026. Donc avec toutes les histoires de campagnes déclaratives qui devaient avoir lieu en 2023, est-ce qu'elle va être également décalée, avec des idées qui sont aussi apparues de faire éventuellement distinguer entre les logements sociaux des logements plus classiques, donc d'avoir 2 grilles tarifaires. Donc on voit que c'est encore en réflexion. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y aura certainement des nouveaux dispositifs d'atténuation. Il y a un rapport qui est prévu normalement en 2024 et qu'on voit bien que la fiscalité locale, ça impacte tellement les budgets des communes et des collectivités que ça reste encore un gros sujet d'actualité, et que même si l'ambition était de refaire une révision à la fois pour les locaux professionnels et les locaux d'habitation, c'est pas si simple que ça. Et ça ne sera jamais simple, à mon avis. Il y a même quelques idées de valeur vénale qui réapparaissent de temps en temps dans les discussions. Merci beaucoup Florence. Donc si je vous entends bien, c'est compliqué, c'est incertain. Si je me mets à la place de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour pouvoir se projeter et ne rien rater de l'actualité, ne pas passer au travers d'informations et pouvoir maîtriser un peu ce qui arrive? Albertino?
Alors effectivement, je pense qu'il y a deux leviers majeurs, hein. La veille documentaire, je pense on a suffisamment en avoir parlé au cours de ce webinaire, que l'on parle de jurisprudence, que l'on parle de loi, de décret d'application. Tout cela est à surveiller avec le lait, enfin comme le lait sur le feu, parce que, pas avec le lait, c'est parce que je suis enrhumé, je veux le boire. Mais évidemment, il faut le surveiller parce que cela engendre des actions qui doivent être menées rapidement. Je pense, je vous ai évoqué tout à l'heure des décisions d'octobre et de décembre. GKN Drive Live, c'était décembre. Bon, pour ceux qui ont pu mener une action sur la toute dernière des tout derniers 10 jours de décembre 2020, ils ont pu contester la taxe foncière industrielle sur cette base-là, et sinon, taxe foncière 2019 en l'occurrence, sinon ils en ont perdu le bénéfice. Donc évidemment, il y a une veille documentaire active, et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut surveiller cette veille documentaire, sachant qu'elle est très disparate, elle est très hétérogène. Hemming a développé un logiciel qui s'appelle Hemming Map, qui vous permet de recevoir des notifications push, alors non seulement par rapport à cette veille documentaire dans votre secteur, donc ce sont des choses qui vont plutôt vous concerner et qui vont intéresser votre activité, mais c'est aussi un véritable outil de pilotage de votre fiscalité locale, parce que comme le soulignait à l'instant Gaël, nous sommes dans un environnement très incertain et avec une juxtaposition de différentes méthodes, comme le soulignait Florence, qui font qu'aujourd'hui, pour le fiscaliste entre guillemets classique, qui a autre chose à faire que de la fiscalité locale, qui fait aussi de la TVA, qui fait aussi de l'impôt sur les sociétés, qui fait aussi pléthore d'autres taxes, c'est très compliqué de rentrer dans un tel degré de granularité. Hemming Map est là pour vous faire gagner du temps, pour vous donner de la visibilité depuis la construction du bâtiment, avec la fiscalité de l'urbanisme, avec les différents permis de construire qui sont accessibles. Donc on a récupéré la base Citadel et c'est sur cette base-là qui alimente notre outil. Mais aussi les différents relevés de géomètres qu'on a pu implémenter dans la base. Évidemment, ça reste un logiciel. Et donc, comme tout logiciel, ce n'est jamais parfait, même si ça couvre la plupart de vos besoins. Derrière, l'avantage aussi de faire appel à un cabinet comme Hemming, c'est que vous pouvez compter sur des experts qui ont plus de 20 ans d'ancienneté en moyenne et qui peuvent donc, lorsque le logiciel ou la veille documentaire auront été insatisfaisants ou en tout cas partiellement satisfaisants, de vous apporter toutes les lumières nécessaires. Merci beaucoup Albertino. Je vous propose de passer à la phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour poser vos questions. J'ai déjà une première question, Florence. Quels seront les tarifs bureaux pour 2023? C'est la question à 10 millions de dollars, celle-là. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas encore arrêtés. C'est là où l'administration a peut-être un peu de choses à améliorer, et notamment aussi sur les imprimés qui sont à remplir avant le 1er mars 2023, qui arrive parfois 15 jours avant la date limite. Sur les tarifs, ils ne sont pas connus. La seule petite actualité qui est sûre pour l'instant, c'est qu'il y a eu un redécoupage de l'unité urbaine de Paris avec un arrêté qui est apparu le 24 octobre 2022 et qui a redéfini un peu l'unité urbaine de Paris à la marge, puisqu'il y a 4 communes qui ont été ajoutées, 5 communes qui ont été enlevées, ils ont pris en compte le nom de certaines nouvelles communes. Donc, ça, on peut retrouver l'arrêté, c'est par rapport à la circonscription dans laquelle on va s'établir. Dans le projet de loi de finances, pour l'instant, la seule petite chose sur la taxe sur le bureau, c'est une éventuelle exonération pour les terrains de sport extérieurs. Donc, je ne sais pas si ça va concerner grand monde. Voilà, maintenant, c'est la seule chose qui apparaît. Les tarifs, il faut attendre un petit peu, mais voilà, dès qu'on les aura, on les publiera. On vous les plus rapidement possible. Ouais. Merci beaucoup, Florence. Une autre question. Est-il vraiment intéressant d'analyser la CVAE alors qu'elle va baisser de 50%? Alors là encore, c'est une très bonne question. C'est toujours intéressant de regarder ma position dans le principe. Alors, c'est ça. La première réponse comme ça, à chaud, ça serait de dire, tant que vous payez, ça vaut peut-être la peine de s'intéresser à la juste imposition. Est-ce que j'ai payé ce que je devais vraiment acquitter? Donc ça, c'est aussi sur l'aspect réclamatif, sur l'aspect l'action avant le 31 décembre qui vous permet de récupérer la CVAE à 1,5% avant qu'elle ait été divisée par 2. Et puis même si elle est encore divisée par 2 et vouée à disparaître, en mai 2023, lorsque vous allez déclarer votre CVAE, si vous anticipez la chose, il est aussi possible d'avoir un effet de trésorerie immédiat. Je m'explique, c'est que si vous vous apprêtez, par exemple, à acquitter 500 000 euros de CVAE et que, pardon, dans l'analyse de la balance des comptes de produits et de charges, on s'aperçoit que vous pouvez
retraiter un certain nombre d'écritures comptables, ou en tout cas les neutraliser, donc extraire des produits ou à contrario inclure des charges. Cela vient mécaniquement minorer votre valeur ajoutée et donc la CVE acquittée en mai. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, dans mon exemple de 500 000 euros, on aboutit à une diminution de 50 000 euros, au lieu de payer 500 000 euros en mai prochain, vous ne paierez que 450 000 euros. Voilà. J'aime beaucoup le que. C'est ça. Merci beaucoup Albertino. On avait aussi une autre question sur la date exacte du CA de Douai sur les ponts roulants. Donc, si cela intéresse d'autres interlocuteurs, pour rappel, c'est le 13 octobre 2022. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en poser. On a un peu dépassé le timing. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous contacter pour nous poser vos autres questions subsidiaires. Nous restons évidemment à votre écoute pour y répondre. Vous allez recevoir la présentation, vous allez recevoir le replay. Nous, on vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 décembre au CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise qui se tiendra à Paris au Palais des Expositions. C'est à Porte-Maillot. Palais des Expositions, je suis perdue. À Porte-Maillot, donc le 6, 7 et 8 décembre. Et on tiendra aussi une conférence le 8 décembre à 10 h pour parler de fiscalité locale et comment se simplifier la vie. Donc, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à venir nous voir. Et d'ici là, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt. Merci Albertino et merci Florence. Merci à vous. Bientôt. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.